Bienvenue. L'actualité est absolument brûlante aujourd'hui. Elle nous vient de Guinée-Bissau. Oui, on est le 26 novembre 2025 et ça bouge énormément. C'est le moins qu'on puisse dire. À l'heure où l'on se parle, un coup d'État est en cours. Les infos tombent en direct. On a entendu des tirs dans la capitale, à Bissau. Et des militaires viennent d'annoncer à la télévision nationale qu'ils prenaient, je cite, le contrôle total du pays. La confirmation est même venue du président lui-même. C'est assez incroyable. Oui, Umaro Sissoco Embalao a déclaré à un média français une phrase terrible « J'ai été renversé ». C'est direct. Brutal. Alors, pour comprendre comment on a pu en arriver là, on va faire ce qu'on fait toujours, on va se plonger dans les articles de presse, les dépêches de ces dernières années. L'idée, c'est de retracer un peu le parcours, la trajectoire politique d'Embalao. Exactement, de son élection jusqu'à aujourd'hui, sa chute apparente. On va essayer de connecter les points pour donner un peu de sens à tout ça. Oui, donner du sens. Mais attention, ce qui est frappant dans les sources, c'est que ça ressemble moins à une chute programmée qu'à l'effondrement progressif d'un édifice, quoi. Un édifice qui n'était pas très solide, hein. Non, un édifice politique qui a été rafistolé, je dirais, depuis le premier jour. L'événement d'aujourd'hui semble soudain, mais en fait, il est le résultat de toute une série de crises qui ont miné ses fondations. Un édifice aux fondations fragiles, donc. Alors revenons justement à sa construction. Le 1er janvier 2020, Umaro Sissoco Embalao est déclaré vainqueur de la présidentielle. Et en préparant cette analyse, il y a un chiffre qui m'a sauté aux yeux dans un article de l'époque. Au premier tour, il n'avait eu que 28% des voix. Ah oui, c'est un point de départ absolument fondamental, ça. C'est loin d'être un plébiscite, quoi. Ben non. Ça veut dire que sa victoire au second tour, elle s'est construite sur des alliances, des ralliements, ce qui est classique, bien sûr. Mais le contexte est particulier. Le contexte de la Guinée-Bissau, c'est très périlleux. On ne peut pas oublier l'histoire politique de ce pays. C'est une instabilité chronique, marquée par des coups d'État, une influence militaire omniprésente. Donc quand on commence un mandat avec une légitimité déjà contestée par l'opposition, comme le rappellent les sources... C'est pas juste un mauvais départ. Dans un pays comme celui-là, c'est comme construire un château de cartes au milieu d'un courant d'air. La métaphore est parlante. Chaque décision, chaque crise... Tout est amplifié parce que le socle même du pouvoir est contesté. Précisément, une victoire aussi courte et aussi contestée, ça implique un besoin constant de négocier, de maintenir des alliances qui par nature sont volatiles. Ça crée une faiblesse structurelle. Voilà. Le pouvoir n'est jamais vraiment assuré. Il est toujours en négociation. Et c'est cette faiblesse initiale qui va éclairer, je pense, toute la suite. Et si on garde cette image du château de cartes, la première vraie rafale qui fait tout trembler, on la situe entre 2024 et 2025. C'est un moment déroutant. Ah oui, là on entre dans une séquence assez folle. Le 11 septembre 2024, un article du Monde rapporte une déclaration très forte du président Embalao. Il annonce qu'il ne se représentera pas. Sur le papier, on pourrait se dire que c'est un geste d'apaisement, non? Une façon de calmer le jeu? On aurait pu le croire. Sauf que cette déclaration, elle ne va pas tenir 6 mois. Et c'est là que ça devient... fascinant et rétrospectivement désastreux pour lui. Le 4 mars 2025, RFI nous apprend qu'il change radicalement d'avis. Il est finalement candidat à un second mandat. La volte-face est totale. Et c'est confirmé un peu plus tard le 20 mars par Jeune Afrique, qui précise même que l'élection est fixée au 23 novembre. C'est quand même incroyable. Passer de « je m'en vais » à l'élection, c'est dans quelques mois, en si peu de temps. Politiquement, c'est un séisme. Oui, au-delà de l'érosion de la confiance qui est évidente, il faut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui peut pousser un dirigeant à un pari aussi risqué? Une pression de son camp. C'est une hypothèse. Peut-être que son camp le voyait comme le seul capable de gagner. Ou alors, au contraire, une démonstration de force pour couper l'herbe sous le pied de rivaux qui commençaient à s'organiser. Ou une simple erreur d'analyse en pensant être assez fort pour supporter un tel reniement. C'est possible aussi. Mais quelle que soit la raison, le message envoyé est terrible. Sa parole n'est plus fiable. Exactement. Ça transforme une promesse politique en une simple variable tactique. Et cette décision, elle va enclencher une escalade. Parce qu'une fois qu'il a annoncé sa candidature, il doit aller jusqu'au bout. Voilà. Et c'est là qu'arrive le second point de friction majeur. En septembre 2025, son mandat arrive officiellement à son terme.
La logique voudrait une transition. Mais ce n'est pas ce qui se passe. VOA Afrique nous explique qu'il annonce son intention de rester en poste jusqu'à l'élection de novembre, 2 mois de plus. Et là, évidemment, l'opposition crée au coup de force constitutionnel. On n'est plus dans le débat, on est dans la crise institutionnelle. C'est un point de rupture classique. Le moment où un dirigeant prolonge son mandat, même pour peu de temps, c'est presque toujours interprété comme la preuve qu'il est prêt à tordre les règles pour rester. Le débat quitte l'arène politique pour le terrain de la légalité. Et il ne s'est pas fait que des ennemis à l'intérieur. Bien vu. Vous faites allusion à la scène régionale. Oui, pendant que cette crise se nouait, les tensions montaient aussi avec les voisins. Je pense à cet incident incroyable juste avant son annonce de candidature, le 2 mars 2025. Ah, l'affaire de la CEDEAO. Oui, une délégation de médiateurs de la CEDEAO, donc la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, arrive à Bissau et se fait pratiquement expulser. L'article de l'agence Anadolu est très clair. Il parle de menace d'expulsion de la part du président lui-même. C'est un geste d'une brutalité diplomatique rare. Il faut peut-être rappeler ce que représente la CEDEAO. Ce n'est pas juste un club de chefs d'État. En théorie, c'est le gendarme de la démocratie et de la stabilité dans la région. C'est l'instance qui impose des sanctions après les coups d'État, qui envoie des médiateurs. Donc en les renvoyant comme ça, le message est clair. Je ne veux pas de vous, je suis seul maître à bord. C'est un acte d'isolement volontaire, ou un pari. Peut-être qu'il pensait que la CEDEAO était un tigre de Patier, affaibli par son incapacité à inverser les coups d'État au Mali ou au Burkina. Peut-être. Quoi qu'il en soit, ce geste l'a coupé de ses partenaires régionaux. Il s'est retrouvé encore plus seul face à la crise qui couvait. Alors, si on fait le bilan, à ce stade, légitimité initiale fragile, crédibilité politique anéantie, crise institutionnelle, isolement diplomatique... Le cocktail est explosif. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est plus qu'explosif. C'est un alignement de planètes presque parfait pour une déstabilisation. Il a scié une par une les branches sur lesquelles il était assis. Et il n'est lui resté que l'appareil sécuritaire. Manifestement, ce n'était pas suffisant. Et l'explosion, on y est, c'est aujourd'hui. Reprenons le fil de ce 26 novembre. Les dépêches, Ouest France, TF1 Info, les militaires annoncent la suspension du processus électoral. Et le timing est terrible. 3 jours seulement après le vote présidentiel du 23 novembre. C'est ça qui est crucial. Le pays était en plein décompte des voix. Les citoyens avaient voté, la machine démocratique était en marche, même si elle était imparfaite. Interrompre le processus à ce moment-là. Ce n'est pas seulement un coup d'État contre un homme. C'est un coup d'arrêt brutal à la volonté populaire qui venait de s'exprimer. Le message est d'une violence symbolique inouïe. C'est dire aux gens « votre vote ne compte pas ». Et le sort d'Embalo lui-même semble scellé. France 24, la BBC rapporte son propre témoignage. Il confirme avoir été renversé. Et il précise avoir été arrêté et être actuellement à l'état-major. Donc la forme, c'est celle d'un putsch militaire. Classique. Tout à fait. Et là, impossible de ne pas dézoomer. Il faut regarder la carte de l'Afrique de l'Ouest depuis 2020. Ce qui se passe à Bissau, ça s'inscrit dans une tendance de fond. La contagion putschiste, comme disent certains articles. Exactement. On a eu le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée-Conakry juste à côté. Et est-ce qu'il y a un fil conducteur entre tous ces coups d'État au-delà de la géographie? Les justifications des militaires, elles se ressemblent? C'est une excellente question. Les prétextes officiels, ils varient un peu. Au Sahel, c'est l'échec de la lutte antiterroriste qui est mis en avant. Ailleurs, c'est la corruption, la mauvaise gouvernance. Mais en dessous, il y a autre chose. En filigrane, on retrouve presque toujours une double crise. D'abord, une crise de la performance de l'État, qui n'assure plus la sécurité ou les services de base. Et puis, une crise de légitimité des dirigeants. Souvent perçus comme déconnectés. Déconnectés ou au service d'intérêts étrangers. Et chaque coup d'État qui réussit, et qui est suivi de sanctions internationales finalement peu efficaces, eh bien ça envoie un signal très clair aux armées de la région. Le signal que c'est possible? C'est possible. Et que les conséquences sont gérables. Le seuil de la peur s'abaisse à chaque fois. Le coup d'État redevient une option sur la table. Voilà, ce n'est plus l'impensable. Et dans le cas de la Guinée-Bissau, l'armée a toujours été un acteur politique central. Le coup d'aujourd'hui s'inscrit, malheureusement, dans une longue et triste tradition. En résumé, si on retrace le fil de ces dernières années, on a vraiment la chronique d'une chute annoncée. C'est ça. On part d'une élection sur le fil, qui installe une fragilité, puis un revirement politique majeur qui détruit la confiance. S'ensuit une escalade des tensions, internes et externes. Et pour finir, le coup d'État qui dynamite le processus démocratique en plein milieu. Le fil rouge, c'est bien celui d'une présidence qui n'a jamais su ou pu trouver une stabilité durable. C'est une synthèse parfaite. Et ça nous laisse avec une question finale, une pensée à garder en tête pendant que la situation continue d'évoluer là-bas. On vous écoute.
On peut analyser la chute d'un homme, ses erreurs, ses manœuvres. Mais la question plus profonde et plus glaçante que pose cette journée, c'est, au-delà du sort d'Umaro Sissoco Embalo, que devient la volonté démocratique de tout un peuple lorsque les urnes sont réduites au silence par les armes? C'est une question terrible. Et qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de la gouvernance civile dans une région où le pouvoir militaire semble de plus en plus s'imposer, non plus comme une exception, mais comme l'arbitre final, voire comme une alternative politique? Que se passe-t-il au fond quand le bulletin de vote pèse moins lourd que la cartouche?